L'idée, c'est vraiment d'avoir un contexte numérique qui soit à la fois dynamique et sécurisé. L'idée, c'est de pouvoir maîtriser la confidentialité des informations, l'intégrité des informations, donc justement faire barrage à toutes les fake news, et la disponibilité des informations. Et au regard de ce fléau, donc de la montée exponentielle du numérique, on ne peut que s'interroger sur les moyens mis en œuvre pour protéger les utilisateurs Internet. La cybercriminalité, elle est internationale, elle n'a pas de frontières, et malheureusement, on peut difficilement limiter géographiquement les attaques. Comme ça, juste pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir qu'en 2020, la cybercriminalité a coûté plus de 4 milliards US$ au continent africain. Ça représente à peu près 28 millions d'attaques, telles que le piratage de boîtes mail, le vol d'identité ou encore les fraudes bancaires. Voilà exactement ce à quoi nous sommes confrontés comme fléau. Et nous allons donc animer, en tout cas aborder ce sujet avec des experts qui vont pouvoir tout simplement nous accompagner pour mieux comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et c'est Madame Poliana Loco qui va donc animer cette conversation. Je vais vous demander d'applaudir, mesdames et messieurs, chaleureusement notre modératrice, Madame Poliana Loco, directrice générale de Liana Service. Sous vos applaudissements, Madame Poliana Loco. On peut encore l'applaudir, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. On va commencer dans quelques instants. Nous attendons le dernier panéliste. Alors, le thème du panel, les défis et opportunités de la cybersécurité dans un contexte de digitalisation des administrations publiques. À l'ère où les États modernisent leurs services grâce aux technologies numériques, la cybersécurité devient une question de confiance et de stabilité. La digitalisation des administrations publiques s'impose aujourd'hui comme un facteur stratégique pour améliorer la transparence, l'efficacité des services publics et la relation entre l'État et les citoyens. Mais cette transition numérique, aussi prometteuse soit-elle, expose les institutions à de nouveaux risques. Cyberattaques, fuite de données sensibles, vulnérabilité technique, failles réglementaires. Face à des menaces croissantes, la cybersécurité devient un pilier incontournable de la gouvernance numérique. Dans un contexte de transformation numérique, les administrations africaines doivent faire face à un double défi. Accélérer leur transformation digitale tout en protégeant leur patrimoine informationnel et les données personnelles des citoyens. L'objectif de ce panel est d'explorer les opportunités pour renforcer la résilience de l'ensemble du cyberespace, favorisant la protection des données et un cadre réglementaire. Pour ce faire, je vais appeler les panélistes, à commencer par Monsieur Oboulas Tsaha Conrad Onésime, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Sous vos applaudissements, Monsieur Calixte Médard Tabangoli, directeur général de la Banque postale Congo. Monsieur Kodia Josimar, conseiller du directeur général de la société Guot. Vous pouvez vous rapprocher, hein, ils ne mordent pas, ne vous inquiétez pas. Et Monsieur Oboulas nous rejoindra dans quelques instants. Pardon, excusez-moi, Monsieur Miguicha. Monsieur Miguicha nous rejoindra dans quelques instants. Nous allons commencer sans lui. Je vous demande de les applaudir. Alors, messieurs, en 2025, si on devait faire un état, un constat en Afrique centrale en matière de cybersécurité, que serait-il, à votre avis?
En 2025, si on devait faire un constat en Afrique centrale en matière de cybersécurité, que serait-il? En 2025, bon, lorsque nous regardons d'abord un peu le classement, comment les pays africains sont classés par rapport à l'indice global de la cybersécurité, on a à peine peut-être 5 pays qui sont classés en première position. Sinon, la grande majorité occupe, si ce n'est pas la dernière ou bien l'avant-dernière position. Dans mon pays également, le Congo. Donc, d'une manière générale, la situation n'est pas bonne en ce qui concerne les pays africains. Mais je tiens quand même à relever, à féliciter l'île Maurice, parce que l'île Maurice, lorsqu'on essaie un peu de regarder, l'île Maurice a eu 20 sur 20. Donc oui, donc c'est parmi quand même les pays que nous devons suivre comme exemple en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, merci, madame. C'est une préoccupation. On peut considérer d'ailleurs que c'est une préoccupation majeure. Et si on se place dans la position du système bancaire, on se rend bien compte que c'est pratiquement la première préoccupation des banques en matière donc de risque. Et donc, ces 2 dernières années, pas seulement 2025, on considère que les pertes engendrées et dues à la cybercriminalité sont de plus en plus importantes. Et on aura l'occasion tout à l'heure de débattre de cette question et notamment des mesures que le gendarme, la commission bancaire a prises pour essayer de contrecarrer les effets néfastes de la cybercriminalité. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'état des lieux de la cybercriminalité, on va dire en Afrique en général et en Afrique centrale en particulier en 2025, c'est comme l'a dit monsieur le DG de la Banque Postale, aujourd'hui, les cybercrimes, on va dire, sont plus concentrés dans le domaine des banques. Aujourd'hui, les cybercriminels en Afrique, on va dire, s'attardent plus sur le secteur bancaire. On a plus des cyberattaques qui relèvent des fraudes à la carte bancaire et d'autres cyberattaques relatives en général au secteur des banques. Ce qui ne change pas le fait que toutes les sociétés, on va dire, tous les secteurs en général, sont bel et bien inquiétés par le phénomène. Parce que de plus en plus, nous avons des informations qui se retrouvent sur Internet. Plus on parle de digitalisation, plus on ouvre la porte, en fait, la voie vers la cybercriminalité. Parce qu'il est bien de digitaliser, c'est une bonne chose. On augmente la célérité, on optimise en fait les processus et autres. Cependant, on met des informations en ligne et donc en amont, il faut pouvoir se préparer à ce que ces informations fassent l'objet, donc suscitent en fait les appétits des cybercriminels. Voilà ce qu'on peut dire un peu par rapport à l'état des lieux en 2025. Merci beaucoup, Monsieur Kodia. Justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de cybercriminalité avec un fort potentiel dans le secteur des banques. Mais il n'y a pas longtemps, on a vu un phénomène mondial qui a fait le tour des réseaux sociaux en parlant de la cybercriminalité, mais sur les outils informatiques et les réseaux sociaux, notamment le phénomène de Monsieur Brad Pitt qui s'est fait passer pour justement l'acteur et qui a pris plus de 800 000 € à une pauvre dame. Comment on fait pour pallier à ce fléau? Ok. Alors, là, vous êtes en train de parler de ce qu'on appelle, en fait, ce type de cyber-attaque, on va dire, est basé sur ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Et aujourd'hui, l'ingénierie sociale est optimisée, en fait, par l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Parce que ce monsieur Brad Pitt, il s'est servi de ce qu'on appelle des deepfakes. C'est-à-dire qu'il va utiliser un outil d'intelligence artificielle pour donner à sa voix une ressemblance quasi indissociable de celle de la voix de Brad Pitt et avoir des images qui ressemblent vraiment beaucoup à Brad Pitt pour pouvoir donc donner de la crédibilité à ses profils en ligne. Alors c'est là où je voulais en venir quand je disais que plus on parle de digitalisation, plus on va digitaliser donc nos pays africains et nos institutions également, donc nos administrations, ce qui est le sujet, on va s'exposer davantage à Internet et donc on va ouvrir davantage la voie à ce type de cyberattaque. Mais lorsqu'on recentre un peu aujourd'hui d'un point de vue pratique, où est le secteur qui fait l'objet de cyberattaques réellement en ce moment en Afrique? Il est plus déterminé que c'est le secteur bancaire. Après le secteur bancaire, on a le secteur des télécommunications. Merci beaucoup, Monsieur Kodia. Oui, Je Monsieur voudrais Khalif. dire là-dessus, effectivement. Nous avons suivi effectivement cet épisode malheureux. Il faut savoir que, comme l'a dit mon collègue de gauche, on a un souci avec l'intelligence artificielle. C'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Mais elle complexifie davantage les difficultés que nous aurons à contrecarrer le cyberattaquant. Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi j'ai une autre histoire. C'est un responsable bancaire qui a en face de lui son supérieur par visio. Comme vous le savez maintenant, tout se fait à distance. Il a son directeur général devant lui à l'écran. La voix, le physique et tout ce que vous voulez. La gestuelle même, les intonations de voix. Et qu'il finit par valider une opération de virement sur un compte qui n'est pas en fait le compte qu'il fallait. Donc, vous voyez qu'on arrive là à des difficultés d'un autre niveau. C'est quand vous avez votre supérieur qui en plus vous envoie le numéro de compte qu'il faut utiliser pour faire l'opération, vous êtes rassuré quant à la viabilité ou à la fiabilité des instructions que vous recevez. Donc, on en parlera certainement. L'intelligence artificielle, oui, mais il faut savoir que les attaquants, dont certains sont certainement dans cette salle aussi, parce que lorsque vous organisez OSIAN, vous n'avez pas simplement les gens qui viennent s'intéresser à ce que vous avez également des attaquants qui sont là parmi nous et qui écoutent et qui essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent glaner comme information nouvelle. J'ai quelqu'un à ma droite qui pourra en dire un mot. Il faut faire extrêmement attention. Donc c'était pour vous dire qu'au-delà de Brad Pitt, il y a aussi beaucoup plus important, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dramatique avec l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Calix, pour votre intervention. De manière générale, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question, Monsieur Ougoulas. Que manque-t-il à l'Afrique pour bâtir un cyberespace public sûr, conforme aux normes internationales? Merci, madame. Bon, aux normes internationales, c'est d'abord trop dit, d'abord les normes africaines. Parce que l'Afrique a ses réalités. Je voulais encore revenir sur le cas que le DG a souligné sur l'intelligence artificielle. Bon, vous savez que des deux côtés, on utilise l'intelligence artificielle parce qu'avec l'intelligence artificielle, ici, la surveillance est beaucoup plus approfondie en temps réel. Vraiment, ça procure plus d'avantages, beaucoup d'avantages. Mais entre-temps, aussi, cette intelligence artificielle est utilisée aussi de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, c'est le cas que lui a utilisé et qu'il a regardé. L'intelligence artificielle, c'est l'homme qui le crée, qui crée cette intelligence-là. À la fin, lorsque vous êtes un responsable informatique, un RIC,
vous devez savoir étudier ce que nous appelons aussi un peu cette culture-là numérique. Donc, ce n'est pas parce que la personne a les mots de passe, les mêmes gestuels, même voix, mais vous devez utiliser un peu son comportement. Je sais que si c'est vous qui me demandez l'argent, vous me demandez de verser dans un compte, par exemple, où je vous demande de m'envoyer l'argent parce que je vais acheter tel produit, et que si vous savez que je n'ai pas cette habitude-là, ça doit attirer votre attention. Donc, en fin de compte, malgré tout ce que nous aurons comme le dispositif de sécurité, à la fin, c'est l'homme qui décide. Parce que l'intelligence, c'est l'homme qui donne l'intelligence à la machine. Et pour ça, en ce qui concerne les banques et d'autres structures, nous sommes en train aussi de réfléchir comment implémenter l'intelligence artificielle dans ces structures-là. Parce qu'on n'implante pas l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on n'achète pas l'intelligence artificielle parce que voilà, il y a cette solution va nous résoudre tel problème, mais on doit également suivre un peu les recommandations. Les recommandations parce que actuellement, il y a l'union des agences de cybersécurité d'Afrique qui essaie un peu de rédiger les recommandations sur l'implémentation de l'intelligence artificielle dans nos réseaux, dans l'écosystème. Maintenant, la question que vous m'avez demandé, ça m'a un peu échappé. Alors, on parlait justement de l'Afrique. Et je vous posais la question à savoir, que manque-t-il à l'Afrique pour bâtir un cyberespace public sûr, conforme aux normes? C'est la coopération. La coopération d'abord entre ces pays africains. Parce que si chacun reste dans son coin pour essayer un peu de défendre son espace, ça, nous n'allons jamais résoudre ce problème. C'est d'abord la coopération entre les différents États. Merci beaucoup, M. Oboulès. Nous allons accueillir M. Dominique Miguicha, coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique ADN en RDC. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Justement, Monsieur Dominique Miguicha, j'aimerais vous poser la question sur votre enseigne, l'ADN. Quels sont les freins que vous rencontrez dans la mise en œuvre des politiques publiques numériques et comment les contourner? Allô, bonjour à tous. Ouais. Je m'excuse pour le retard, c'était dans l'ouverture de la conférence institutionnelle. Alors, les principales difficultés sur les politiques publiques sur le plan de la digitalisation et aussi sur le plan de la cybersécurité, bon, c'est toujours d'abord pratiquement une question de mindset, ça veut dire de compréhension des enjeux par les décideurs. La compréhension, c'est bien évidemment le fait de comprendre que aujourd'hui, la digitalisation, c'est un atout, un plus, lorsqu'on est en charge de politiques publiques et de services qu'on doit offrir à la population. Ça paraît simple, mais en réalité, cette conviction, c'est l'élément moteur qui anime la volonté politique. Et derrière la volonté politique, vous avez maintenant les actions. Vous savez, que ce soit en matière de digitalisation ou en matière de projets publics, eh bien, la volonté politique, c'est plus de 50% des facteurs clés de réussite. Alors, la question de cybersécurité est finalement un peu encore plus complexe, parce qu'une fois qu'on a compris
qu'il faut digitaliser, il faut maintenant intégrer les aspects de cybersécurité. Et la difficulté, une fois de plus, elle est liée à cette compréhension par rapport à ce que cela coûte. Il y a très peu de modèles de cybersécurité qui permettent finalement de s'appuyer sur les privés, ce qui est le cas pour un certain nombre de choses en matière de digitalisation, même quand ça concerne les États. S'il est question de mettre en place une plateforme de services à la population et que ces services sont payants, un partenaire peut très bien trouver le moyen de récupérer son investissement dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est à peu près le modèle de base. Pour la cybersécurité, c'est beaucoup plus compliqué, même si des modèles existent. C'est le cas notamment au Togo, où vous avez une structure privée, le groupe ASECO, parce que j'ai eu l'occasion de visiter à l'invitation des autorités togolaises leur modèle. C'est un groupe ASECO qui a pu trouver le moyen d'accompagner la mise en œuvre d'un écosystème cybersécuritaire dans le cadre d'un partenariat public-privé. Mais c'est assez rare et en réalité, ça renvoie à la question fondamentale sur le plan du financement. Est-ce que la dépense publique pour le digital et en particulier pour la sécurité, est-ce que c'est une dépense ou bien est-ce que c'est un investissement? Et une fois qu'on a converti la conception de dépense en investissement, eh bien, on peut aller. Investissement, pourquoi? Parce que c'est comme une assurance. Les risques encourus, les conséquences d'incidents cybersécurité systémique, lorsque vous avez des pans entiers de vos systèmes qui ne sont plus opérationnels, je parle au niveau des États, les conséquences sont très importantes. Et donc, il ne faut pas considérer ça comme de la dépense, il faut considérer ça comme de l'investissement, ou en tout cas, une dépense avec laquelle il faut vivre. Et une fois qu'on comprend cela, qu'on intègre cela, eh bien, on part maintenant sur les questions opérationnelles, on fait comment, quel modèle, etc. Donc, l'élément fondamental, c'est vraiment, d'une part, la compréhension de la nécessité d'aller vers la digitalisation et de consentir aux aspects d'investissement, et ensuite, les aspects donc justement de financement. Parce que la cybersécurité, c'est de la souveraineté, c'est de la sécurité, ça ne se concède pas. Il appartient aux États de sécuriser son cyberespace et donc il faut absolument aller sur ces éléments-là. Le reste, honnêtement, c'est beaucoup plus simple. Quand vous avez la volonté politique et que vous avez le financement, mettre en œuvre, les expertises existent, les systèmes existent, il n'y a pas grand-chose à inventer, il faut juste déployer. L'élément qui bloque, parce qu'on va se dire, mais pourquoi est-ce que dans beaucoup d'États, il y a beaucoup de retard? C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas encore cette compréhension sur la nécessité de digitaliser, de mettre en œuvre la cybersécurité, de la financer et de la programmer dans les budgets des États. Donc c'est là où on a effectivement ces difficultés. Peut-être parce qu'on n'a pas, là je parle pour la RDC par exemple, la culture de l'assurance. La cybersécurité, c'est comme une assurance. Donc vous prenez une assurance, parfois vous devez la payer pendant 10 ans, il ne va rien se passer, mais vous êtes couvert contre cela. La cybersécurité, c'est la même chose. Il ne faut pas attendre l'incendie pour s'assurer. Au même titre, il ne faut pas attendre l'incident majeur pour se sécuriser. Et ce, d'autant plus, et là je parle bien sûr pour la RDC, lorsque vous n'avez pas beaucoup de... Vous êtes en train de digitaliser, donc ça veut dire vous êtes dans ce processus où vous êtes en train de générer des bases de données critiques, que ce soit dans le domaine de l'identité, que ce soit dans le domaine de tous les secteurs clés, santé, éducation, justice. Eh bien, vous devez sécuriser ces systèmes parce qu'ils seront attaqués, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un apprentissage, mais quand vous avez franchi ces 2 premières étapes, ça c'est mon expérience, quand vous avez franchi ces 2 premières étapes, après c'est plus facile de dérouler. Mais ces 2 premières étapes ne sont pas faciles à franchir parce que, voilà, peut-être que dans une génération, lorsque vous aurez des décideurs qui sont réellement nés avec le digital, ça sera plus simple. Mais aujourd'hui, les décideurs sont bien souvent des personnes qui ont une certaine, on va dire, expérience, hein, on va dire ça comme ça, et qui finalement n'ont pas forcément cette culture. Donc, et certains l'admettent. Quand vous parlez avec certains décideurs, ils vous disent, bah, écoutez, moi,
je ne m'y connais pas du tout. Et donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mugisha, pour votre partage d'expérience. Justement, Monsieur Calixte, au niveau du secteur bancaire, êtes-vous du même avis? Et comment la Banque postale du Congo sécurise-t-elle les données de ses usagers dans un environnement de plus en plus digitalisé? Alors, sur la seconde partie de votre question, vous êtes en train de me demander de donner les clés à ceux qui sont là, et je sais qu'il y a des attaquants ici, pour qu'ils puissent me vider mes coffres. Donc, je ne pourrai pas y répondre, j'en suis désolé. Par contre, je peux vous dire que nous avons bien évidemment ce qui est classique. Nous avons un dispositif ou deux dispositifs qui sont en place. Et je pense que ces dispositifs sont en place à peu près dans toutes les banques. C'est le NOC, le Network Operating Center, et le SOC qui est le System Operating Center. Donc, ces deux systèmes, ça n'échappe à personne. La plupart des institutions dignes de ce nom se sont protégées avec ces deux approches. Pour la première question, on parlait du système bancaire dans son ensemble. Il faut savoir que cela pose la question de la réglementation bancaire. Et la réglementation bancaire elle-même, elle est tout à fait, je dirais, au fait de l'actualité. Nous avons ce que nous appelons le gendarme des banques, qui est la commission bancaire, qui a mis en place un certain nombre de règlements, 3 en particulier, pour la protection des données. On en parlera peut-être parce qu'en réalité, ce que recherchent les attaquants, c'est la data, c'est-à-dire la donnée. Nous avons, de ce point de vue, des dispositions qui sont prises. Au-delà de ces règlements, au nombre de 3 qui existent, auxquels le système bancaire que le système bancaire doit respecter. Nous avons également des lois qui sont connues, je pense qu'on en a parlé ici, certainement dans d'autres thèmes qui portent sur la cybercriminalité et la protection également des données personnelles. Donc, et c'est très important, il y a une question que vous avez posée tout à l'heure au directeur général de l'ANSSI, au sujet justement des dispositions à prendre de manière générale pour essayer de se protéger. Je pense qu'il a mis en avant la coopération, il avait mis en place de manière générale. Je pense qu'au-delà de la coopération, il y a une très très grosse question en rapport avec la sensibilisation. La sensibilisation, l'information et la communication. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, au niveau de la Banque postale du Congo, nous avons subi une cyberattaque. Et lorsque l'affaire a été traitée au tribunal, nous nous sommes rendus compte que certains de ceux qui étaient concernés par cette cyberattaque, en réalité, ne savaient même pas de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que lorsqu'on vous demande votre carte monétique et qu'on vous dit qu'on l'emprunte et qu'on va vous la remettre, il faut faire très attention parce que vous ne savez pas ce qu'on en fait derrière. Et on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent incarcérées en prison pour de nombreuses années, alors que tout ce qu'ils ont fait, c'était de prêter leur carte à un ami. Donc, je n'entrerai pas dans le détail, mais je pense qu'il est important que les uns et les autres puissent s'investir dans la communication, que les États puissent faire leur part du marché, entre guillemets. Quand je dis les États, c'est parce que tout à l'heure, en entrant, il y avait une dame qui donnait les chiffres tout à l'heure de ce que représente en termes de coût la cybercriminalité. C'est des sommes faramineuses, vous n'avez pas idée. Il y a donc intérêt pour les États à mettre en place tout un mécanisme, un dispositif de communication, d'information, de sensibilisation
vis-à-vis des populations et notamment des utilisateurs en particulier. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Calixte. Monsieur Kodia, vous êtes conseiller du directeur général au guichet unique des opérations transfrontalières GUOT. Quels sont les défis rencontrés dans la délivrance des certificats électroniques et comment vous y répondez? Alors, merci pour la question et merci de replacer ce contexte. Effectivement, je suis conseiller directeur général à la gouvernance numérique et à l'anticipation cyber et tout ce qui est suivi de normes relatives à la sécurité et la qualité. Alors, le GUOT, déjà, c'est quoi? C'est pour qu'on comprenne un peu. Le GUOT, c'est l'entité au Congo, en fait, qui est le point d'entrée unique de tout ce qui est importation, exportation, en ce qui concerne les procédures de pré-dédouanement. C'est-à-dire que pour réaliser ce qu'on appelle une déclaration d'importation ou d'exportation, ou encore pour souscrire à une assurance faculté, qui est un prérogative pour pouvoir réaliser donc ces opérations, il faut passer par les plateformes numériques du GUOT. Donc le GUOT a 10 ans d'expérience dans la digitalisation, on va dire. Et donc, nous mettons en place des plateformes numériques auxquelles ont accès les citoyens du monde entier, puisque ces plateformes sont sur Internet, et donc n'importe qui peut accéder à ces plateformes pour pouvoir réaliser ces opérations. Et donc, avant de venir sur votre question, les défis donc liés aux certifications électroniques, j'aimerais quand même revenir sur la question qui concernait qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour sécuriser le cyberespace en Afrique. Alors, déjà, lorsque nous prenons des initiatives de digitalisation des administrations publiques, il y a quand même un concept qui est très important que nous notons, on va dire, qui n'est pas mis en œuvre dans ce processus de digitalisation. C'est le concept de security by design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, on ne met plus en place un projet informatique d'abord et ensuite on le sécurise. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'en parallèle de la mise en place du projet informatique, on pense la sécurisation de ce projet. C'est-à-dire qu'on va réaliser la sécurisation au fur et à mesure que l'on réalise la digitalisation. L'erreur, c'est de digitaliser d'abord et de vouloir sécuriser après. Parce qu'au moment où vous digitalisez, vous créez déjà beaucoup de failles en fait. Et ce sont ces failles qui seront exploitées plus tard par des cyberattaquants. Et parfois même dans ce processus de digitalisation, vous créez en fait finalement des sortes de vides, des sortes de brèches, des trous que vous ne pourrez pas combler plus tard en voulant les sécuriser. Parce que déjà la digitalisation a été quelque part faussée en ne concevant pas la sécurisation en amont. Alors je vais prendre un exemple concret. Le GUOT, en mettant en place la plateforme qu'on appelle Système électronique SEG, le GUOT a pris le parti de mettre en amont ce qu'on appelle donc une PKI. Une PKI, c'est une infrastructure à clé publique, une infrastructure de gestion de clés publiques qui permet donc de réaliser ce qu'on appelle une authentification forte. Déjà d'une part, mais aussi de pouvoir sécuriser tous les échanges électroniques avec la plateforme. Donc, on ne réalise pas seulement la plateforme électronique, mais on met en amont on va dire, quelque chose qui permet déjà de s'assurer que les échanges entre cette plateforme et tous les utilisateurs seront complètement verrouillés de manière à empêcher donc des interceptions qui pourraient aboutir à des cyberattaques. Donc voilà un peu, je suis revenu donc sur la question d'avant pour aboutir à la question que vous avez posée. En ce qui concerne la certification électronique, nous on a en place notre PKI qui permet aujourd'hui, donc à date, je veux dire, de pouvoir sécuriser toutes les transactions électroniques qui sont échangées avec nos plateformes électroniques. Mais ça me permet aussi de dire quelque chose. Donc, dans ce projet que les États ont de se digitaliser, donc les structures publiques, et comme je disais, mettre en place la sécurité en amont étant important, on devait pouvoir prioriser des projets comme celui que nous avons, de pouvoir étendre cette PKI que nous avons, de la rendre, on va dire, capable donc de sécuriser les échanges électroniques de différentes structures au Congo, puisque nous sommes autorité de certification racine de l'État congolais. Cela veut dire que
pour que aujourd'hui, par exemple, une signature électronique soit considérée comme ayant une valeur juridique, il faut que cette signature électronique soit émise, on va dire, ayant en amont le certificat électronique racine du GUIOT. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kodia. Monsieur Ougoulas, vous avez répondu à quelques questions générales, mais j'aimerais savoir quels sont les axes prioritaires de l'ANSSI pour sécuriser le cyberespace congolais, et pouvez-vous peut-être planter le décor Oui, aussi de votre ça. société? Ok, merci beaucoup, madame. Bon, il faudrait que on essaie un peu, parce que la première question c'était un peu en Afrique, il fallait qu'on commence d'abord par le Congo. Bon, on ne peut pas, il n'y a pas une solution qu'on achète et on vient, on implante dans un pays pour sécuriser. Il y a des étapes. Avec la digitalisation, il y a des étapes. Première partie au niveau du Congo, ça sera la gouvernance. Le cadre juridique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui acheter des dispositifs et commencer à dire que voilà ce que je veux faire. Je prends un exemple simple. Demain, je ne peux pas demander au DG que je veux venir auditer chez vous lorsque le cadre juridique n'existe pas encore. Donc, la première des choses, c'est d'abord le cadre juridique. Lorsque on termine le cadre juridique, nous avons donc le deuxième axe, qui est la sécurité. Donc, la mise en place du dispositif. Donc, avoir un système qui permet un peu de veiller à l'ensemble de notre cyberespace. Et après, nous avons la sensibilisation, comme il a su le dire, et après, l'autre partie, c'est la coopération. Maintenant, je viens au fait comment ça marche. L'ANSSI, ce que vous devez comprendre, l'ANSSI est le gendarme. Le gendarme de notre cyberespace. Donc, c'est-à-dire que même lorsque vous avez, lorsqu'il parle par exemple, non, lorsque vous avez des projets, il faut en amont regarder la sécurité. Ce que les gens doivent comprendre désormais, lorsque vous avez des plateformes, ces plateformes-là doivent être certifiées par l'ANSSI. Si l'ANSSI est capable de refuser l'implémentation d'une plateforme pour des besoins de sécurité. Alors, donc, au niveau, comme nous sommes par exemple, on a déjà créé l'ANSSI, avec les banques, comment ça se passe? Je prends un exemple, le secteur, parce que nous avons les secteurs, lorsque l'ANSSI essaie un peu de cartographier un peu notre secteur, on place en première position les banques, après les télécoms, parce que pour nous, ça, ce sont les infrastructures que nous appelons sensibles. Bien sûr qu'il y a encore d'autres infrastructures que certains vont penser que non, on néglige tout le monde. Non, 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 non. Chacun, nous irons pas à pas. Alors, ces structures-là, comme les banques, nous devons réaliser des audits périodiques. Des audits de sécurité. Même au niveau du GIOT. Le GIOT également va subir le même, donc réaliser. Que ça soit, je dis partout où il y a des systèmes d'information, ça relève de l'ANSSI. On fait les audits et après, on pourra vous dire s'il y a des failles ou pas, ou bien lorsque vous avez vos auditeurs à vous également, qui doivent être certifiés également par l'ANSSI. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, ici, le développement, comme notre collègue disait que non, voilà, il faut que, bon, on achète le modèle, on vient l'implémenter. Non, chaque modèle, vous voyez, prenons par exemple l'exemple de l'Europe. Aujourd'hui, nous avons la directive NIS 2, mais personne, ils ne s'entendent pas. Parce que chaque gouvernement, chaque pays doit s'accorder pour voter là. Jusque-là, l'Assemblée nationale en France n'accepte pas. Et donc, nous également, à notre niveau, l'ANSSI doit regarder est-ce que ces modèles-là conviennent réellement à notre réalité. Donc, comme je disais, les recommandations,
on regarde un peu chez les autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Recommander l'intelligence artificielle, par exemple, ou bien en dehors même de l'intelligence artificielle, nous avons aussi un grand problème avec les objets connectés. Les objets connectés, c'est là-bas où on peut également voler les données. Parfois, les gens, je peux de loin utiliser votre caméra pour regarder le voisin. Il suffit seulement d'y avoir accès. J'ai accès à votre caméra et je commence à surveiller les gens. Donc, il faudrait que tout ça là, on sait un peu de regarder. Et ça, c'est l'ANSSI qui est le gendarme qui va autoriser certaines choses. Les produits, que ce soit soft ou hardware, qui rentrent dans le pays, doivent être certifiés ANSSI. Même quand nous avons parlé, j'ai oublié de parler de renforcement des capacités, parce que là aussi, nous avons un grand problème, parce que nous n'avons pas assez de talents, compétences en cybersécurité. Donc, nous devons former et former. Bien sûr que... Encore faut-il qu'il y ait des formateurs. Bien sûr, bon, on va appeler de l'extérieur. Le problème avec la formation, c'est que nous devons nous rassurer qu'on forme et ils vont rester. Parce que le problème, c'est quoi? Vous envoyez quelqu'un aller, soit aux États-Unis, suivre une formation, revient, le salaire que le DG va lui proposer, peut-être c'est 1 million, alors que là où il était là-bas, aux États-Unis, là, on lui c'est un promet autre 10 problème. fois plus. Un autre Donc, problème. il faut conserver cela. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Oboulas. Monsieur Miguichard? Oui. Monsieur Kotia, vous pouvez intervenir. Et puis, je passerai la main à Monsieur Miguichard. Je voudrais juste rebondir sur la question de la formation. Voyez-vous, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant pour nous d'avoir des écoles sur place. Il serait beaucoup plus intéressant pour nous de créer, ce qui n'est pas impossible, on en a les moyens, de créer des écoles. Aujourd'hui, la connaissance est à portée de tous. Avec Internet, on a la possibilité d'avoir des professeurs hautement qualifiés qui peuvent même intervenir de loin. Alors, si on a des écoles, on va dire des écoles internationales, on n'aura pas besoin de laisser partir nos ressources à l'étranger et donc de risquer de les perdre, comme le disait tantôt Monsieur le directeur général. Alors, la création d'écoles spécialisées en cybersécurité, je pense, s'impose dans nos nations en Afrique. Justement, Monsieur Miguicha parlait d'investissement, je crois, tout à l'heure. Il a fait un beau partage d'expérience, mais j'aimerais poser une dernière question. Ensuite, on passera aux questions-réponses du public. Monsieur Miguicha, on a parlé des freins. On a parlé aussi de manière générale de ce que vous faites au niveau de l'ADN. Mais à présent, pouvez-vous nous dire comment vous harmonisez justement la digitalisation entre les ministères tout en assurant un socle commun de sécurité? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais aussi rebondir sur les aspects de formation et aussi de profil. Sur la formation, donc je rejoins ce qui vient d'être dit et j'irai même plus loin, en tout cas sur les questions de cybersécurité et même les questions de digitalisation. Je pense que les États doivent prendre leurs responsabilités. J'ai été 2 fois en Tunisie. La Tunisie a un modèle qui est historique, qui est l'héritage du président Bourguiba. Et je parle par rapport à la RDC, parce que je ne connais pas la situation au Congo-Brazzaville, mais en RDC, ce sont principalement les écoles privées, les universités privées qui attirent le plus. Mais il faut les moyens. En Tunisie, c'est un autre modèle. C'est un modèle d'excellence étatique. En Tunisie, il y a des concours pour accéder à des filières d'excellence où vous êtes pris en charge, vous avez une bourse et vous avez une formation de haut niveau. Et en Tunisie, pour un étudiant, le Graal, c'est d'entrer dans une école, dans un institut supérieur de l'État. Parce que ça vous ouvre la porte
à votre carrière. Et ils ont même un problème, c'est que la moitié de leurs étudiants sont happés par l'extérieur. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne, la France, les États-Unis. Il faut dire qu'ils en ont formé tellement que, bon, ils saturent en réalité. Et donc, c'est devenu un pays qui exporte la matière grise. La grande différence, c'est quoi? C'est qu'un étudiant qui est dans un village, eh bien, il peut accéder à l'excellence sur le plan de la formation. L'excellence chez nous au Congo, c'est le privé. Si les parents n'ont pas les moyens, vous êtes exclus et vous perdez des talents. Vous les perdez littéralement. Et donc, ça c'est un élément très important, surtout pour ces questions de cybersécurité. Un autre aspect que j'ai observé, c'est que beaucoup de pays d'Afrique, c'est le cas de la RDC, c'est le cas du Togo, la personne qui est à la tête de la structure de cybersécurité au Togo, c'est un Togolais qui a fait toute sa carrière en France. 12 ans dans une grande banque en termes dans les services de sécurité. Et je suis certain que ce soit des Congolais de Brazzaville, de RDC, il y en a partout à l'extérieur et qui sont d'ailleurs très frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils concourent à la sécurisation de systèmes critiques à l'extérieur pour des pays qui ne sont pas les leurs et ils voient leur propre pays dans des situations de faille et ils ne veulent qu'une chose, c'est rentrer et aider leur pays. Alors il faut régler la question de la rémunération, mais il faut savoir capitaliser là-dessus parce que la question, vous l'avez posée, qui forme? Mais ces gens-là peuvent être d'excellents formateurs. Donc ça, c'est vraiment des éléments pour lesquels ça renvoie toujours à l'aspect de l'investissement et la dépense. Est-ce que c'est une dépense que de mettre en place des filières d'excellence pour un État ou c'est de l'investissement? Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et une fois qu'on a la bonne réponse, à ce moment-là, il est plus facile de régler ces questions de formation qui s'ouvrent à tous, parce qu'il est préférable de ne s'appuyer que s'appuyer sur l'ensemble de la population, parce que si vous faites en sorte que les concours soient ouverts à tous, si tout le cursus est pris en charge, vous aurez les meilleurs. Vous aurez les meilleurs. Par contre, si vous ne reposez votre formation sur le secteur privé, vous aurez ceux qui ont les moyens. Et ce ne sont pas forcément les meilleurs. Voilà l'élément clé. Alors, sur les aspects de sécurisation transversale, sur le plan du gouvernement, bon, je pense qu'il appartient, bien sûr, aux États de mettre en place leur écosystème de cybersécurité qui doit avoir un niveau de centralisation avec un régulateur qui édicte des normes. Et puis, à partir de là, eh bien, vous avez, comment dirais-je, les ministères qui vont devoir s'y plier. Il y a un principe gouvernemental, je crois, qui est un peu général, c'est que chaque ministre est responsable de son secteur. Et c'est ainsi que bien souvent, avant que finalement toutes ces questions de digitalisation s'imposent, eh bien, chaque ministère faisait à peu près ce qu'il voulait dans son secteur. Et si on voulait regarder, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, bien sûr, sur les questions de cybersécurité, il faut que les normes s'imposent aux partenaires des ministères, parce qu'il y a des partenaires qui mettent en place des systèmes d'information, des plateformes et autres. Il faut qu'ils respectent ces normes pour finalement assurer la sécurité de l'ensemble, parce que c'est une chaîne, et bien sûr, lorsqu'on veut s'attaquer à un système, on cherche toujours, enfin, les attaquants cherchent toujours le maillon faible. Et donc, je pense que ça passe par une forte centralisation, par l'imposition de ces normes, et on pourrait aller plus loin par rapport à la thématique du panel, et je vais chuter là-dessus. Ces questions de cybersécurité, en termes de politique publique, je pense qu'elles peuvent s'aborder aussi sous l'angle de la mutualisation. On a parlé ici de la PKI qui a été mise en place. Bon, en RDC, ce n'est pas encore en place. Ce sont des choses qu'on pourrait mutualiser, parce qu'il y a un coût, derrière. Et en réalité, c'est le même principe qui va s'appliquer. Mais je pense que ça a été dit hier par le ministre ivoirien du numérique, il y a des opportunités en termes de mutualisation sur un certain nombre d'aspects. Alors bien sûr, dans la cybersécurité, c'est sensible, parce qu'on parle de sécurité, mais lorsqu'on regarde ce que d'autres ensembles de nations ont su réaliser comme l'Union européenne, malgré les difficultés qui subsistent, eh bien, je pense qu'on devrait aller dans cette direction pour réduire les coûts et pour finalement être plus fort
ensemble et plus résilients ensemble, d'autant plus que sur les questions de cybersécurité, au même titre que le digital, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, ce sont des perspectives énormes, mais ça va être les mêmes outils qui vont permettre aux cyberattaquants, aux cybercriminels, eh bien d'être eux aussi beaucoup plus performants. Et ça, il faut être tout à fait conscient des véritables dangers qui sont devant nous. Merci beaucoup, Monsieur Miguicha. Oui, on va donner une dernière petite minute à Monsieur Juste Ogoulas. une précision, parce que lorsqu'on parle de la formation, il ne faut pas seulement voir les jeunes, mais je tiens aussi à signaler aux chefs d'entreprise, parce qu'on ne peut pas admettre qu'un RSI ou bien un directeur reste une année sans suivre une formation. Ça, c'est pas acceptable. Donc, monsieur le directeur ici, il faut toujours envoyer ceux qui ils sont là, ils doivent suivre une formation. Et dans même cela, il y a même, selon certaines normes, on peut même vous retirer des certifications. Si vos gars, si vos agents ne font pas les mises à jour, on retire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ogoulas. Je vous demande d'applaudir nos intervenants. Ce fut un échange très enrichissant. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons prendre les questions du public, si vous avez quelques questions. Des questions? Oui, on a une question là-bas. Est-ce que je peux avoir une hôtesse? Au fond? Merci. Oui, allez-y, présentez. Bon, je suis Michael Monzeo, ingénieur en génie numérique. Bon, j'ai compris que l'ANSSI, pour parler des certifications, bon, le directeur de l'ANSSI parlait des certifications des plateformes. Les plateformes devaient être certifiées, que c'est sécurisé. Je voulais savoir quel est comment est-ce que je vais appeler ça? Quel est le processus ou le mécanisme de certification de ces différentes plateformes? Est-ce que vous avez déjà réfléchi ou bien est-ce qu'on peut avoir tous ces éléments ou bien le principe que vous avez mis en place pour la certification de ces plateformes? Je voulais aussi savoir, je voulais dire quelque chose par rapport à la formation. Il ne suffit pas de former, mais il faut voir aussi l'environnement. Est-ce que lorsqu'on forme, est-ce que l'environnement est approprié? Vous pouvez avoir les formations que vous donnez, mais l'environnement ne permet pas aux gens de mettre en exergue tout ce qu'ils apprennent. Marin Gouabi forme les informaticiens. Combien qu'est-ce qu'il nous donne? Merci. Merci pour votre question. Merci beaucoup de votre question. En ce qui concerne les plateformes, nous sommes en train d'élaborer, comme vous connaissez, on a commencé à peine 5 mois, nous sommes en train d'élaborer le cahier de charges, les référentiels. Donc, chaque structure doit répondre, doit valider. Donc, si vous validez, vous répondez aux questions, vous répondez aux normes, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas que vous développez votre plateforme et après, il y a des problèmes. Donc, c'est comme si c'est le médecin après la mort. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas pour vous mener la guerre, non, juste vous accompagner. Ensemble, on développe votre plateforme, on regarde. Si nous regardons qu'il y a peut-être quelques pièges de vulnérabilité et nous vous demandons, attention, ici là, il ne faut pas laisser comme ceci, lesquels ont accès à ceci et ainsi de suite. On vous accompagne, juste. Et bon, concernant la deuxième, c'est moi qui réponds. Bon, la deuxième question, oui, vous avez raison qu'on ne forme pas parce qu'il faut former, mais ce qui est vrai, le besoin y est là. Je parle en connaissance de cause parce que, étant responsable, étant le DG de l'Agence nationale cybersécurité, vraiment c'est difficile pour nous de trouver les talents.
et nous sommes obligés de faire venir ceux de l'extérieur. Et parfois, je suis sûr que certains ne seront pas contents de dire pourquoi vous appelez seulement la diaspora. Bon, oui, parce qu'ils ont un peu l'expérience, mais ce n'est pas aussi de notre faute parce que sur place, la formation dont vous parlez, bon, je ne veux pas trop parler de Marine Wabi, ceci, bon, comprenez que ce qui est vrai, il n'y a pas assez de compétences. Je pense que de manière générale, nous avons compris, Monsieur Boulas, il n'y a pas de souci. Merci pour votre question, Monsieur l'ingénieur. On va prendre 2 dernières questions. Bonjour, moi c'est Monsieur Chris Ngoma, spécialiste en gestion des programmes et projets. J'ai 2 questions à poser à Monsieur le directeur de la Banque postale, Monsieur Kabangoli. On a constaté qu'au niveau de l'Afrique centrale, on a une différence d'équation entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest au niveau de la digitalisation des systèmes bancaires. Et ailleurs, notamment au Ghana, quand tu vas dans une banque donnée pour ouvrir un compte bancaire, automatiquement, on te dit, reste là, on va te le faire en 5 minutes. S'il s'agit du retrait de la carte bancaire. Moi, je m'interviens là, la carte bancaire. C'est ce qui est vraiment difficile au Congo. Et au Ghana, on te dit, assieds-toi là, on t'ouvre tout en 5 minutes, on te retire la carte bancaire. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'arrive. Ça, c'est une observation. Oui. Maintenant, ici au Congo, quand on vous ouvre un compte bancaire, on va vous dire, bon d'accord, passez 1 à 2 mois pour recevoir une simple carte bancaire. Une simple carte bancaire. Ma question est celle-ci. Monsieur le directeur a parlé de la régulation des systèmes bancaires. Je voulais savoir, qu'est-ce qui freine ou bien qui retarde l'épanouissement ou bien les innovations du système bancaire en Afrique centrale? Et en deuxième volet, quels sont vraiment les atouts ou bien des possibilités d'approche pour avoir des solutions afin que nous puissions vraiment connaître dès maintenant? Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur, de me poser cette question. Je vais y répondre, mais je vais essayer de faire comme mon collègue qui a parlé de sa structure et dire quand même un mot sur qui nous sommes rapidement. La Banque postale du Congo est une banque qui a été créée en 2012 et qui a commencé ses activités en 2013. Ça fait 12 années aujourd'hui avec 2 objectifs bien précis. L'inclusion financière, d'une part, et le financement de l'économie, d'autre part. Pour l'inclusion financière, en 12 années, nous pensons très modestement avoir touché au but, puisque nous sommes le réseau le plus important aujourd'hui au Congo, avec 37 agences du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vois que vous opinez de la tête, ça veut dire que vous connaissez un peu notre force en matière de réseautage, en ce qui concerne les réseaux bancaires. De l'autre côté, nous avons le financement de l'économie. Nous avons fait le choix à la Banque postale du Congo d'appuyer le plus possible sur les PME et les PMI. Parce que, comme tout le monde le sait, ce sont elles qui créent la richesse, ce sont elles qui créent également les emplois. Et donc, nous faisons un effort particulier sur les PME. Cela, d'ailleurs, nous a amené à signer, à quelques jours encore au Caire, un appui financier de près de 10 milliards pour pouvoir accompagner les PME en ce qui concerne particulièrement l'affacturage, qui est un mécanisme de financement. Vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest, vous avez parlé de ces différences qui existent. Il faut déjà savoir que même si en Afrique de l'Ouest, nous avons le CFA, peut-être pas au Ghana, mais nous avons 2 systèmes, 2 banques centrales différentes qui ne fonctionnent pas toujours au même rythme. Et donc, l'activité bancaire, elle est régie par les textes qui sont promulgués par ces 2 différentes banques centrales. S'il est aussi facile en Afrique de l'Ouest d'ouvrir rapidement un compte de la manière que vous avez expliqué, c'est peut-être aussi parce que la réglementation bancaire le permet. Aujourd'hui,
on nous impose, et c'est peut-être là qu'il y a des efforts à faire au niveau du régulateur, on nous impose un certain nombre de respecter un certain nombre de critères. D'abord, comme vous le savez, en Europe, vous pouvez ouvrir un compte même si vous n'arrivez pas dans une banque, même si vous ne vous déplacez pas. Depuis chez vous, vous ouvrez le compte. Je ne sais pas si ça existe déjà en Afrique de l'Ouest, mais ça n'existe pas au Congo. Et donc, il y a un effort qui doit être fait par la Banque centrale pour réguler et amener les banques à pouvoir exercer de cette manière-là. Nous avons des échanges très très importants avec la Banque centrale pour justement essayer de pousser la banque. Alors la Banque centrale, si vous voulez, c'est comme un éléphant. Pour se mouvoir, c'est très lent. Ça avance très doucement. Et parallèlement, les banques commerciales ont tendance à aller très vite. Et donc, parfois, il y a entre les deux, c'est-à-dire les banques commerciales et la Banque centrale, quelques, je dirais, difficultés de se mettre d'accord sur ces questions-là. Ce que nous voulons, nous, les banques, c'est d'arriver à faire ce que vous avez indiqué là. Et je sais que nous allons y arriver parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers la digitalisation. Alors, il y a une digitalisation, il y a une certaine digitalisation, mais elle est à plusieurs étapes. Et nous ne sommes pas encore arrivés là et nous faisons des efforts pour entraîner le régulateur à nous permettre de pouvoir arriver à ce niveau-là. Pour les cartes bancaires, vous avez indiqué, là, c'est par rapport à l'organisation de chacune des banques. Au niveau de la banque postale, nous savons que vous demandez votre carte aujourd'hui. Normalement, je parle sous le contrôle de mes collaborateurs qui sont là. En 48 heures maximum, vous pouvez avoir votre carte bancaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui va avancer. Puis, je vous annonce, j'en profite, puisque là, on nous donne l'occasion de le faire. Dans quelques jours, nous allons lancer la carte prépayée qui vous permettra d'avoir des espèces, en tout cas des devises sur votre carte et pouvoir vous déplacer et faire vos opérations. Ça, c'est quelque chose qui va arriver dans quelques jours. Je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur Calixte. Merci. On va prendre une dernière question parce que le temps est imparti. Une dernière question, Madame l'hôtesse. Bonjour et merci, je suis Monsieur Auguste Gueleka, responsable communication du FONEA. Mon intervention ne se situe pas sur la cybersécurité, mais tout simplement sur la formation. Il a été dit ici qu'il n'y a pas assez de compétences pour accéder à certains postes. Et là, notre rôle en tant que FONEA, nous sommes le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Qu'est-ce que nous constatons? Ici, dans cette salle, j'ai devant moi des responsables d'entreprise et dans la salle, il y a bien des étudiants qui aimeraient bien accéder dans les entreprises pour avoir les stages, avoir les moyens par lesquels ils peuvent améliorer leurs compétences afin qu'ils puissent intégrer ces entreprises. Malheureusement, la porte leur est souvent fermée. Voilà, je demanderai aux responsables qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ces jeunes qui sont ici puissent accéder à ces entreprises afin qu'on ne puisse pas aller importer les compétences à l'extérieur. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Avec la permission je vais peut-être répondre. Qui veut parler concrètement et répondre? Voilà, je vais répondre. Alors, s'agissant spécifiquement de ce que je connais modestement, la Banque postale du Congo, vous n'avez pas idée du nombre de stages que nous permettons de faire à la banque. J'ai la secrétaire générale qui est là avec moi et qui suit ces questions et qui, en principe, je crois savoir, est en rapport avec le FONEA. Il arrive d'ailleurs parfois que vous nous envoyez des étudiants, des propositions que nous acceptons. Donc, l'effort, il est fait. Mais il faut également souligner que la demande
est très forte. Vous savez, lorsque vous prenez un stagiaire, c'est pas juste le prendre et puis lui donner un parapheur à amener à gauche, à faire le planton. Non, à la Banque Postale, c'est pas ça. Lorsque vous prenez un stagiaire, vous devez avoir ce qu'on appelle un coach, quelqu'un qui suit le stagiaire et qui lui permet de véritablement avoir une plus-value par rapport au moment où il est rentré et au moment où il sort de là. Donc, en ce qui nous concerne, nous faisons le maximum, je ne peux pas vous donner les statistiques, mais nous avons un nombre important chaque année de stagiaires au point que nous avons été obligés de refuser les stagiaires qui demandaient des prorogations de stage. Ceci pour permettre à ceux qui n'ont pas bénéficié de stage de pouvoir rejoindre la banque et faire leur stage, avoir un maximum de connaissances. Donc, nous sommes ouverts et nous savons que parmi les rôles qui sont les nôtres, il y a celui-là en particulier, celui véritablement de donner la possibilité aux agents de rentrer dans le milieu professionnel et de savoir ce qu'on y fait, mais pas en désordre, avec un coach, avec un plan de ce qu'il doit faire et, si possible, avec un rapport de stage à la fin. Merci. Merci beaucoup. Pour équilibrer, puisque nous avons eu 2 questions de ce côté, et là, on va en prendre une dernière, vraiment la toute dernière. Je voulais peut-être... Rebondir, Monsieur Meguicha, une petite minute. En fait, je connais bien cette problématique, et elle est réelle. Il y a deux difficultés. La première, c'est évidemment le niveau d'industrialisation et finalement le nombre d'entreprises capables d'accueillir les stagiaires, qu'elles soient publiques ou privées. Et ça, on doit le développer, c'est le développement du pays, c'est le développement de la sous-région. Maintenant, pour répondre à cette question, moi, ce que je préconise au niveau de la RDC, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Monsieur le DG de la Banque Postale dit qu'il a des stagiaires. Mais je suis certain qu'il y a des étudiants ici qui se disent, oui, mais comment ils sont entrés? Par quelle recommandation? Par quel mécanisme? Et ça, c'est ça la véritable problématique qui se pose. Et moi, je propose un nivellement par le haut. Ça veut dire que lorsque vous avez des stages, vous communiquez de manière transparente pour que tout le monde soit informé qu'on ouvre 10 positions. Et on fait la méritocratie. On fait un test et les meilleurs rentrent. Voilà, le problème il est là, je le connais très bien, le problème il est là. Les stages, c'est pour les enfants de, les enfants de, les enfants d'eux. C'est ça le problème. Donc il faut, et c'est pas compliqué. On met en place une plateforme, vous avez des ingénieurs, vous mettez en place une plateforme, Banque de la Poste, on ouvre, il y a des candidats, hein, et on fait des évaluations objectives, et là, au moins, on va voir qu'il y a, tout le monde n'a pas de place, mais au moins les gens auront eu la chance. Et c'est là où peut-être que les étudiants pourront se poser la question, est-ce que j'ai été bien formé? Parce que finalement, je ne parviens pas à accéder à ces stages, et ils vont finalement maintenant se remettre eux-mêmes en question. Oui, je pense que, très sérieusement, on ne peut pas laisser dire ça. En tout cas, de ce que moi, en tant que directeur général, je sais. Et ils ne sont pas dans la salle. Ils ne pourront pas prendre la parole parce qu'ils ne sont peut-être pas là. Mais je peux vous assurer que tous ceux qui sont en stage à la banque ne sont pas que des, je dis bien, ne sont pas que des enfants d'eux. Et quand vous entrez vous entrez même au sein de la banque, même si c'est un phénomène que vous connaissez, qui peut-être pour certains d'entre vous peuvent être des vérités, mais je vous dis ce que nous faisons nous à la Banque Postale. Il n'y a pas comme stagiaire que des enfants d'eux. Alors, Calixte. maintenant, il y a une possibilité, il y a ce qui a été indiqué, je demande aux uns et aux autres
de bien réfléchir sur la proposition qui a été faite. Nous avons deux types de stages. Vous avez des stages académiques et puis vous avez des stages classiques. Les stages académiques, ce sont des écoles qui nous écrivent. Ce n'est pas des enfants d'eux, ce sont des écoles qui sont ici au Congo, qui nous écrivent et qui nous disent, nous avons 2, 3 collaborateurs ou 3 agents, pardon, 3 étudiants qui souhaitent faire un stage académique et nous vous les envoyons. À ce niveau-là, le filtrage est fait parce qu'on se dit que si l'école écrit à la banque, c'est qu'elle a filtré. Quels sont les critères de filtrage? Je ne les connais pas. Mais généralement, lorsque je donne instruction et que ça vient d'une école, c'est prioritaire. Donc déjà, ça, c'est s'agissant des stages académiques. Ces stages académiques sont sanctionnés par un rapport de stage. Et ce rapport de stage, il est examiné et par le secrétaire général et quand j'en ai le temps, par le directeur général. Parce que c'est l'image de la banque qui est mise à l'extérieur. Et puis vous avez les stages classiques, qui sont généralement des stages vacances, où un jeune étudiant ou un jeune élève ou une jeune élève a quelques mois devant lui et souhaiterait utiliser de la meilleure manière qu'il faut son temps. À ce moment-là, il peut écrire. Il écrit. Il a également la possibilité d'aller sur le site internet de la Banque Postale et il verra, il y a certainement un passage où on a dû créer quelque chose comme ça qui lui permet de demander son stage. Donc c'est très important de comprendre que nous n'avons pas la possibilité ni le temps matériel pour les stagiaires qui demandent un stage de faire une présélection ou de faire une sélection. Je peux vous assurer que je me permets de rebondir, M. Calix, parce que c'est très intéressant. Je vous en prie. Et au-delà de mon aspect de modératrice aujourd'hui, je suis directrice générale de ma structure, donc Yana Service, on accompagne Osiane, le logo est derrière vous. La Banque Postale aussi est là. Voilà. Nous faisons du pilotage de projets dans la tech, l'environnement et les hydrocarbures, mais nous avons aussi une casquette sur les prestations en ressources humaines. Dans nos prestations en ressources humaines, nous faisons du recrutement. Donc, pour tout l'aspect de la sélection et du filtrage, Yana Service est là pour vous accompagner. Ce que je propose aujourd'hui, pour rentrer dans l'aspect concret, pour ne pas être l'avocate de M. Miguicha, mais je suis totalement d'accord avec ses propos, je propose que les directeurs ici présents prennent uniquement un stagiaire, que Yana Service pourra filtrer. Un stage de 2 mois pendant les congés, je pense que c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire, mais je voudrais quand même, il faut que vous sachiez, parce que je pense que les gens ne connaissent pas très bien la Banque Postale. Nous travaillons avec, c'est le PNUD et le ministère de la Jeunesse, je crois. Et nous avons un programme depuis bientôt 2 ans. Le PNUD sélectionne un certain nombre de stagiaires qu'il nous envoie. Et nous avons signé avec le PNUD des conventions dans ce sens. Lorsque nous prenons, l'année dernière c'était 10 stagiaires je crois, nous avons pris 10 stagiaires. Mais parmi ces stagiaires, lorsque nous sommes satisfaits par l'une ou l'autre des stagiaires, nous le gardons. Et c'est le cas l'année dernière, parmi les 10, nous avons gardé un que nous avons recruté. Donc nous sommes ouverts, mais attention, que ce que les uns et les autres vivent ne soit pas considéré comme étant un phénomène général. Il ne faut pas généraliser. Je sais une chose, c'est qu'on a une crise à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Je crois que c'est quelque chose qui doit être dans la Bible ou un truc comme ça. Merci beaucoup, M. Calix, nous avons dépassé. Efforts. Mais nous allons continuer. Avec vous, nous allons prendre date. La secrétaire générale est là. On va travailler et voir ce que vous pouvez faire pour que monsieur soit satisfait, qu'il y ait un filtrage que nous ne savons pas faire. Parfait.
Merci beaucoup. Donc, le panel prend fin. Nous avons dépassé le temps. Merci à vous, chers intervenants, Monsieur Oboulas, Monsieur Calixte, Monsieur Kodia, Monsieur Miguicha. Nous allons faire la photo de famille et je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup.